Julien Magalhaes, bonjour. Vous êtes Bonjour. spécialiste du vêtement historique et à l'occasion des JO de Paris, vous avez réalisé des petites pastilles. L'étoffe des athlètes, ce sont des petites vidéos de 7 minutes dans lesquelles vous décortiquez les dessous des JO à travers les tenues. Alors aujourd'hui, il y a énormément de recherches sur les matières, les fibres, les formes. Tout est fait pour augmenter la performance des athlètes. Mais un vêtement sportif n'est pas que technique. Oui, absolument. Aujourd'hui, on est en effet dans une course à la performance, je dirais. Mais le vêtement sportif, il découle d'une histoire du vêtement civil. Il raconte quelque chose, une évolution de la société. Et dans l'étoffe des athlètes, ce qu'on a essayé de faire, parce que je n'ai pas écrit tout seul, c'est en effet de se pencher sur les équipements des sportifs et des sportives qui ont participé à faire changer leur discipline et la société autour. Alors, ce sont les sportifs qui ont changé la société ou est-ce que c'est le sport, finalement? Ça va ensemble parce que souvent, le sport, c'est d'abord une histoire d'élite. Dans l'histoire, on a fait le jeu de paume, par exemple, se pratiquait d'abord par la noblesse française avant d'être, on va dire, emprunté par les Anglais. Depuis l'Antiquité, ça a toujours été une affaire d'élite, le sport? Non, pas toujours. En fait, ça dépend des sociétés dans lesquelles il existe. Le sport, c'est souvent, par exemple, à Sparte, ça a été une démonstration militaire de force, de santé de la cité. Et puis ça a été aussi associé à des cérémonies pour les dieux. Voilà, chaque société a... Le sport, déjà, c'est un mot que nous, on utilise qui ne veut pas dire la même chose. Alors, ça n'a pas toujours été démocratique. Il y a le cas, par exemple, du tennis que vous avez abordé. C'est une discipline qui a toujours été une discipline bourgeoise. On regarde un extrait sur la genèse du tennis et puis on reprend tout de suite après. Depuis que le monde est monde, les puissants aiment se relaxer lors de loisirs sportifs, y compris derrière les barreaux. Au XVe siècle, le duc d'Orléans est fait prisonnier des Anglais suite à la bataille d'Azincourt. Pour passer le temps lors de sa captivité, il joue au jeu de paume, le sport des nobles français. D'abord à main nue, puis avec une sorte de raquette appelée battoir, on sert au tennis en disant « tenez » ou « tenaise » avec l'accent anglais, qui se transformera en tennis pour finir de baptiser cette activité. Le jeu est un hit et le tennis devient le sport de l'aristocratie anglaise. C'est à la fin du 19e siècle qu'on en donne les premiers tournois. Alors, il y a encore beaucoup d'autres explications, toujours très intéressantes. Je rappelle que ces vidéos, d'ailleurs, sont en libre accès sur notre plateforme TV5 Monde Plus. Alors, vous expliquez tout de suite après que les bourgeois ont tout de suite décidé de la couleur et ce sera le blanc pour la tenue associée au tennis. Pourquoi le blanc ? Tout simplement parce que l'aristocratie anglaise de la fin du 19e siècle porte du blanc pour ses loisirs d'été. C'est une couleur qui... le blanc, ça se lave en fait, ça peut se bouillir. Au contraire des étoffes qui sont brodées, colorées, c'est beaucoup plus facile à laver. Donc quand on fait du sport dedans, c'est plus hygiénique et puis ça réfléchit la chaleur aussi. Donc c'est plus propice à l'été. Alors on va revenir sur ce blanc qu'on retrouve dans d'autres disciplines. Mais vous êtes toujours en bleu, toujours ce maillot bleu. Pourquoi ? Quel est ce parti pris vestimentaire? Alors ça, c'était un petit plaisir personnel, je vous l'avouer, de me construire un costume, c'est moi qui l'ai fait avec mes blanches mains, qui m'évoquait un petit peu voilà, des entraîneurs d'ex-URSS. C'était et puis il y a le bleu olympique aussi dedans. C'était un petit plaisir personnel. Ouais. Alors le blanc, on le retrouve aussi dans d'autres disciplines. Je pense notamment à l'escrime. Là, le blanc a une autre fonction. Absolument. C'est pour percevoir les. C'était pour qu'on voit les points, les touches en fait sur le costume de l'adversaire. Le fleuret s'appelle comme ça parce qu'au bout il y avait une fleur, ce qu'on appelle une fleur de laine, qui était trempée dans de l'encre et quand on touchait la combinaison la tenue de son adversaire, on voyait les points marqués. Aujourd'hui, les points sont marqués différemment, mais c'est pour ça que les tenues d'escrime étaient blanches à la base. Ouais. Alors grâce à vous, on apprend aussi que l'école française d'escrime s'est imposée dans cette discipline grâce à un Haïtien. Son histoire extraordinaire, celle de Jean-Louis Michel, n'est pas du tout connue, elle est totalement passée à la trappe. Oui, en fait, il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui ont été passés par le rouleau compresseur de l'histoire, ou en tout cas sur qui la lumière n'a pas été jetée longtemps. C'était aussi l'occasion, cette série, l'étoffe des athlètes, de parler de sportifs, ou de sportifs par exemple comme Keiko Fukuda,
qui est une judoka pas très très connue par les francophones. Alors, on va regarder un extrait. On a justement, vous parlez d'elle, mais on avait justement isolé un extrait. On regarde tout de suite l'histoire de Keiko Fukuda. Keiko Fukuda est née à Tokyo en 1913. Petite, elle apprend la calligraphie et la composition florale, activité typique d'une femme japonaise de cette époque et dont elle se tamponne. Admirative de son grand-père samouraï, c'est en fait par le judo que Keiko est attirée. À 22 ans, elle rejoint l'école de Jigoro Kano lui-même et devient une de ses rares disciples féminines. Elle y excelle et après 18 ans de travail acharné, obtient la ceinture noire. Mais désormais, impossible de progresser, la règle interdisant aux femmes d'obtenir un grade supérieur. Du haut de son mètre 50, il en faut plus pour entamer la détermination de Keiko. Elle émigre aux USA et y enseigne le judo. Elle fait ainsi rayonner son expertise pendant des décennies tout en continuant à se parfaire et devient en 2006 la première femme à être promue 9e dan. Dernière élève survivante de Jigoro Kano, Keiko Fukuda a continué d'enseigner jusqu'à sa mort à l'âge de 99 ans. Sa devise était « Soyez forte, soyez délicate, soyez harmonieuse en esprit et en corps ». Il y a d'autres disciplines qui étaient interdites aux femmes. Je pense à la natation, au cyclisme. Est-ce que le sport a libéré le corps des femmes ? Pas seulement le sport, mais le sport y a participé, en effet, et tout comme le vêtement sportif aussi. Si on parle du cyclisme, la culotte cycliste, le bloomer, ça a été aussi un des premiers pantalons contemporains féminins. Et la pratique du vélo a participé aussi à donner une liberté de mouvement aux femmes. Mais alors, c'était impossible à l'époque d'imaginer une femme avec un pantalon court qui dévoile les jambes. Alors ça, il a fallu attendre beaucoup de temps. Il a fallu des essais, des évolutions successives et surtout des femmes très courageuses et nombreuses à essayer et à se prendre un grand nombre de critiques. Si on parle du bloomer, il a été inventé par Amanda Bloomer, justement, qui était une Américaine. Et cette invention américaine a surtout trouvé écho en Europe, où ensuite, par les évolutions du vêtement, on a pu arriver au t-shirt cycliste qu'on voit à l'écran. Et alors, souvent, il a été question de la taille des vêtements, et particulièrement toujours pour les femmes. D'ailleurs, on ne s'est jamais beaucoup posé la question de la longueur d'un vêtement pour les hommes. En revanche, pour les femmes, il a fallu mesurer pour savoir si c'était acceptable au niveau des mœurs. Oui, bien sûr, mais parce que les règles sont faites par des hommes. Elles ont été longtemps faites par des hommes. Donc le corps de la femme, il n'est pas regardé tout de la même manière qu'on regarde le corps d'un homme. Il est toujours scruté. Il ne faut pas qu'il soit trop sexy. Il ne faut pas qu'il soit trop inesthétique. Et on voit là d'ailleurs Serena Williams, elle a attiré énormément de critiques. Oui. Elle est l'une des rares à avoir repoussé les limites des codes vestimentaires. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est rare dans le sport. Personne n'ose véritablement... bon, il y a eu d'autres exemples. Il y a eu André Agassi également, qui était un peu un ovni. Mais c'est plutôt rare. Ce sont des exemples qui ne sont pas... C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus difficile pour les femmes parce que leur image publique est jugée plus durement. Donc André Agassi, il peut se permettre même si lui aussi, il a essuyé des critiques, il peut se permettre des fantaisies vestimentaires qui ne sont pas jugées avec autant de clémence quand c'est fait sur le corps d'une femme et d'une femme noire en plus, il faut le préciser. Vous pensez qu'il y a eu aussi à ce moment-là un peu de racisme ou de sexisme à l'égard de Serena Williams? Oui, bien évidemment. Et puis en plus, elle a un corps qui sort des normes esthétiques féminines. Elle est beaucoup plus musclée que la plupart des femmes qu'on voit à l'écran. Et pour ça, elle a aussi essuyé beaucoup de critiques. Alors, il y a les tenues, mais il y a aussi les chaussures. Là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les formes, les matières, l'ergonomie. Mais ça n'est pas toujours inclusif. La chaussure, elle, parfois, peut exclure certains types de morphologie. Et il y en a un qui en a fait les frais, c'est Abe Bikila, un marathonien éthiopien. Racontez-nous sa course à pied. Abe Bikila, quand il est sélectionné... Pieds nus, oui, certes. Pieds nus, ouais, absolument. Quand il est sélectionné pour les Jeux Olympiques dans les années 60, il arrive à Rome et lors des essais de chaussures, il y a un problème parce qu'il arrive à rentrer dans aucune chaussure. En fait, elles lui font mal, elles le blessent et même elles pénalisent ses performances. On s'aperçoit que parce qu'il avait l'habitude de courir pieds nus, il avait développé une corne qui lui permettait des performances seulement atteignables sans chaussures. Donc on le laisse finalement courir sans chaussures et il bat un record du monde. On a vu que le sport n'était pas toujours inclusif.
Il est aussi question de frontières dans le sport, entre le commun, le prodigieux, des frontières de race, de genre. Vous abordez à ce propos la question des prothèses. Et de manière même presque philosophique, la prothèse dans le handisport. C'est pas anodin non plus. Bah, bien sûr, parce qu'on touche au transhumanisme, c'est-à-dire quelle est la limite exactement entre l'accessoire et la prothèse? Parce qu'une chaussure qui favorise l'adhérence au sol ou les performances de saut, est-ce que c'est si éloigné d'une prothèse jambe de guépard? Enfin, voilà, où commence la prothèse, où s'arrête l'accessoire? Et d'ailleurs, la prothèse existe, vous dites, depuis l'Antiquité. Ça ne remonte pas à Oscar Pistorius. Non, bien sûr, la prothèse, elle existe depuis l'Antiquité. On a trouvé des... En fait, la prothèse, elle est là pour suppléer ou pour augmenter une fonction existante ou un petit peu fautive. Donc, une prothèse, c'est aussi bien un dentier qu'un œil de verre, qu'une jambe de bois. Et il existe des prothèses. Alors, les prothèses sportives, elles arrivent un petit peu plus tard dans l'histoire, mais la prothèse, elle a une longue histoire. Oui. Et comment expliquer que finalement, les JO pour les joueurs, pour les athlètes handicapés, ne surviennent que finalement si tard? C'est dans les années 60, il me semble. Mais c'est toujours une question de... Qu'est-ce qu'on veut inclure en fait dans la compétition? Et encore, les Jeux paralympiques sont séparés des Jeux olympiques. Enfin, on a des épreuves spécifiques. Donc, tout comme il a fallu attendre longtemps pour que les femmes puissent participer à certaines épreuves olympiques, voilà, les Jeux paralympiques incluent aussi les personnes handicapées. Est-ce que le sport finalement met beaucoup trop de temps à avancer avec son temps? Qu'est-ce qui précède l'évolution? Est-ce que L'un va avec l'autre, mais je dirais que les règlements mettent plus de temps à s'adapter aux évolutions de la société que l'inverse. Aujourd'hui, on pense qu'on est assez égalitaire, quel que soit... Mais on pense toujours qu'on est plus malin et plus évolué que les gens qui nous ont précédés. Et vous pensez qu'il y a encore des progrès à faire dans certaines disciplines? Ben, on peut, en fait, l'idée de catégorie déjà dans le sport, elle pose question. En fait, ce sont des questions de règles et de maître étalon. Et une fois qu'on se rend compte qu'on peut faire bouger ces lignes-là, on peut penser le sport autrement. Merci beaucoup Julien Magalès d'avoir été notre invité. L'étoffe des athlètes, l'histoire des tenues sportives en 7 épisodes, c'est à voir sur notre plateforme TV5 Monde Plus. C'est en libre accès.